Le 4 juin 2004, un homme laisse enfin éclater sa rage. Après de longs mois de préparation, le jour de sa vengeance est enfin arrivé. Il entre dans son bulldozer qu'il a pris des mois à fortifier comme un tank. Il sort de son garage et ça y est, il se lance dans les rues prêt à tout détruire, à tout décimer sur son passage. Bonjour à tous, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Lançons-nous dans l'affaire du jour, celle d'un des plus grands pétages de plomb de l'histoire. Le principal protagoniste de cette affaire est un certain Marvin E. Meyer. Il naît en octobre 1951 à Castlewood, dans le Dakota du Sud. On n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'au moment des faits, Marvin a 52 ans. Il y a 10 ans, il a quitté sa famille et sa ville natale de Castlewood pour s'installer à Granby, dans le Colorado, où il ouvre une entreprise de soudure et de réparation de silencieux automobiles. Pour ceux qui ne sont pas calés mécaniques, il s'agit d'un dispositif destiné à limiter le bruit produit par les gaz d'échappement. La vie est belle et en 1992, il achète à une vente aux enchères un terrain de 8000 m² pour 42 000 $. Il y installe le magasin de son entreprise. Il fait une très bonne affaire, mais il y a un hic. Le terrain se situe dans une enclave, ce qui signifie que s'il veut accéder à la route, il est obligé de traverser le terrain d'un de ses voisins. Il a donc tout intérêt à bien s'entendre avec eux, et je crois que vous commencez certainement à entrevoir d'où vont commencer les problèmes. Quoi qu'il en soit, au début, les choses se passent bien. Marvin est un entrepreneur prospère. Il est décrit par ses amis, qui le surnomment Marv, comme un homme sympathique, quelqu'un d'agréable. D'autres diront qu'il avait des soucis de gestion de sa colère. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un homme réputé dur en affaires, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et il n'hésite pas à recourir à la menace si un de ses clients refuse de régler sa facture après les réparations. En gros, Marvin, c'est un bon gars, un bon vivant, mais qui n'est pas du genre à se laisser impressionner quand même. C'est en 2001 que les choses commencent à se corser. Un autre entrepreneur entre en scène, c'est Cody Dochef, le patron de l'entreprise Mountain Park Concrete, qui produit du béton. Au début, Cody loue un terrain à Granby, mais son entreprise fait un plutôt bon chiffre d'affaires et maintenant il cherche vraiment à acheter un terrain où il pourra implanter durablement l'usine de son entreprise. Le terrain de Marvin lui fait de l'œil car il possède beaucoup d'atouts, notamment sa grande surface, sa localisation idéale dans la ville de Granby. Cody propose donc à Marvin de racheter son terrain pour la coquette somme de 250 000 $, ce qui en soi est une très bonne offre pour Marvin qui, je le rappelle, a acheté son terrain pour 42 000 $, donc ça lui ferait quand même une sacrée plus-value. Au début, Marvin accepte l'offre. Mais Cody montre peut-être un peu trop son intérêt pour le terrain puisque Marvin, un peu plus gourmand, fait bondir le prix à 375 000 $. Et par la suite, il ira même jusqu'à proposer à Cody un accord à 1 million de $. Si vous voulez, à chaque fois que Cody fait une offre, Marvin l'accepte, et puis ensuite il réfléchit, et puis il change d'avis, il augmente le prix. Et il fait ça plusieurs fois. C'en est trop pour Cody, qui a vraiment l'impression, disons-le franchement, de se faire pigeonner par Marvin, et pour se venger de Marvin, eh bien Cody va acheter le terrain qui est juste à côté. Le fameux terrain du voisin qui laisse Marvin passer pour accéder à sa route. Cody obtient donc un permis de construire pour son usine de béton. Il décide de fermer définitivement l'accès de Marvin, qui, rappelons-le, était autorisé par son ancien voisin à traverser son terrain pour accéder à la route. Maintenant, son voisin, c'est Cody. Les règles du jeu ont changé. Marvin, pas content forcément, de son côté fait des démarches auprès de la mairie pour obtenir une autorisation de créer un accès qui va de son terrain vers la route et il achètera même un bulldozer dans le but de créer cet accès lui-même. Mais l'autorisation lui est refusée par la mairie. Il a acheté un bulldozer pour rien. Gardez cette information en tête. Après l'étude de son dossier par la mairie, il écopera même par la suite d'une amende de 2 500 $ car sa propriété n'est pas rattachée au réseau de tout à l'égout et parce qu'il possède des camions poubelles non autorisés.
Il fait appel de la décision des autorités locales, il intente des procès, il essaie même de médiatiser sa situation pour obtenir un maximum de signatures pour une pétition qu'il a mise en place. Je vous l'ai dit, Marvin, c'est le genre d'homme qui ne lâche pas l'affaire. Mais toutes ces démarches font un flop total. En 2003, Marvin fait le point. Rien de tout ce qu'il a entrepris n'a fonctionné et avec le temps, sa rancœur n'a fait que se construire et se consolider, ce qui va mener à une future catastrophe. Il a l'impression que les autorités et les différentes juridictions se liguent contre lui et complotent pour le détruire, lui et son entreprise qu'il a pris tant d'années à bâtir. Ce qui devait arriver arriva sans possibilité d'aller de son terrain à la route, il ne peut pas travailler. Et Marvin finit par louer les locaux de son entreprise à une entreprise de gestion des déchets et finalement, il est contraint de revendre une partie de sa propriété. Marvin est en train de perdre son entreprise, ce qui faisait finalement sa plus grande fierté, et ça, c'est dur à accepter pour lui. Et d'ailleurs, il ne l'accepte pas. Il est pris d'une rage destructrice et met en place pendant 1 an et demi un plan pour se venger de toutes les personnes qu'il juge responsables de ses malheurs. Entre 2003 et 2004, Marvin disparaît des radars. Il se fait vraiment discret. Il ne se plaint plus auprès des institutions ni de son voisin. Malheureusement, personne à ce moment-là ne se rend compte qu'il s'agit en fait du calme avant la tempête. Parce que dans son hangar, Marvin, il en fait des choses. Il a un bulldozer, rappelez-vous, de la marque Komatsu D355A qui finalement ne lui avait jamais servi. Alors il le modifie, il lui ajoute un blindage fait de béton coulé entre 2 tôles d'acier qu'il place au niveau de la cabine et du moteur du véhicule. Il place 3 caméras extérieures sur le bulldozer qui le relient à des écrans placés sur le tableau de bord. Il solidifie, protège ses caméras avec du plastique pare-balles. Et enfin, pas des moindres, il réalise 3 fentes vers la cabine et il place en fait des fusils. Comme ça, il sera capable de tirer de sa cabine vers l'extérieur. Avec toutes ces modifications, le bulldozer est devenu extrêmement résistant aux tirs d'armes légères et aux explosifs. Marvin ajoute dans le véhicule un ventilateur, un climatiseur, ainsi que des buses à air comprimées pour souffler en fait la poussière qui pourrait se mettre sur les caméras pendant l'assaut qu'il prévoit de faire. Il place à bord aussi de la nourriture, de l'eau, du matériel de survie. Marvin, il est vraiment dans sa bulle. Pour lui, ça y est, il a une mission, c'est une mission qu'il va mener jusqu'au bout. Il se prépare à sacrifier sa vie et le jour J, une fois dans la cabine, qu'il prévoit de sceller définitivement, ça veut dire qu'il va rentrer et ne pourra plus sortir, et bien pour lui c'est un vrai combat à mort. C'est enfin le jour J. Marvin jubile. Le 4 juin 2004, il entre dans sa machine de guerre et en condamne définitivement la porte d'entrée. Personne ne peut ni entrer ni y sortir. Après plus d'1 an de préparation, le carnage peut enfin commencer. Le bulldozer est dans son hangar. Il fonce à travers un mur pour sortir de là et il a 3 principales cibles à atteindre. D'abord, les locaux de Mountain Park Concrete, son voisin. Il se dirige ainsi tout droit vers l'usine de béton de son rival de toujours, Cody Dochef, et la détruit complètement. Ensuite, il s'attaque à l'hôtel de ville, détruit intégralement le bâtiment dont il ne restera que des ruines. Il fonce sur tous les véhicules municipaux garés devant ce qui était donc la mairie, et puis il déboule en trombe vers le bureau du journal local de Granby, le Sky High News, car il juge que les journalistes sont bien foutus de lui quand il avait tenté de médiatiser son affaire. Une fois ces 3 principales cibles atteintes, il s'attaque à toutes sortes d'autres bâtiments de la ville. Par exemple, il détruit la bibliothèque municipale, la maison de la veuve d'un ancien juge, une quincaillerie et une banque. Chaque établissement visé est lié au conflit qu'il y a eu entre Marvin et son voisin. Imaginez quand même cette scène. On est en ville et un bulldozer complètement fou décime absolument tout
sur son passage. On ne sait pas si la personne veut juste détruire des bâtiments ou écraser des gens. C'est vraiment la pagaille à Granby. Les usagers sont paniqués et pour éviter de potentielles victimes, le système d'urgence du 911 est activé pour prévenir les habitants du danger qui règne et les encourager à rester vigilants. Les autorités locales, des troupes de la garde nationale et même le SWAT interviennent pour tenter de neutraliser le bulldozer avec des grenades et plus de 200 tirs d'armes à feu. Mais malgré tout ça, le véhicule reste intact. On a même des agents qui essayeront de monter au-dessus du bulldozer pour tirer d'un peu plus près, mais l'entrepreneur a bien pris le soin de huiler le dessus du véhicule pour justement éviter ce genre de tentative. Pour le coup, on dirait bien que Marvin a pensé à tout et qu'il a fait du bon boulot. Finalement, face à la situation qui ne semble pas s'arranger, le gouverneur est contraint d'utiliser les grands moyens. Il va autoriser l'envoi d'un hélicoptère d'attaque à H-64 Apache pour envoyer un missile anti-char directement sur le bulldozer. La stratégie fonctionne puisque l'engin est partiellement détruit, le radiateur fuit, le moteur tombe en panne et le bulldozer reste coincé dans les gravats d'un bâtiment qu'il était en train de détruire. Le véhicule se trouve donc totalement immobilisé, pris au piège. Les agents du SWAT s'avancent prudemment quand soudain, pan! Ils entendent un coup de feu venant de l'intérieur de la cabine. En fait, il s'agit de Marvin Immeyer qui vient de sauter la vie avec une arme de poing de calibre 375. Dites-vous qu'il faudra plus de 12 heures d'intervention aux autorités pour couper la trappe du véhicule et récupérer la dépouille de Marvin à l'aide d'une grue. L'entrepreneur a détruit au total 13 bâtiments et les dommages sont estimés à 7 millions de dollars. Mais le préjudice est purement matériel. Il n'y a pas d'autres dommages et surtout pas de victimes humaines. D'ailleurs, certains témoins affirmeront avoir remarqué pendant l'attaque que lorsque ils se rendaient d'une cible à l'autre, Marvin contournait les groupes de personnes pour éviter de les toucher. En fouillant ce qui reste du hangar de Marvin, les enquêteurs trouvent sur des feuilles placardées sur les murs les aveux écrits de l'entrepreneur ainsi que des notes. Ainsi, il écrit: « J'étais toujours prêt à être raisonnable jusqu'à ce que je devienne déraisonnable. Parfois, les hommes raisonnables doivent faire des choses déraisonnables. » Les investigateurs retrouvent aussi la liste des cibles visées par Marvin lors de l'assaut, ainsi que les noms de 107 personnes qui lui auraient prétendument causé du tort. Il y a aussi des cassettes audio que Marvin a envoyées par courrier à son frère au Dakota du Sud, juste avant l'attaque. Dans ces enregistrements, au FBI, la voix de Marvin ressurgit d'outre-tombe pour expliquer ses motivations. Ces cassettes audio, d'une durée totale de 2h30, sont publiées le 31 août 2004 par le bureau du shérif. Voici quelques exemples de ce qu'il dit. « Dieu m'a construit pour ce travail. Je pense que Dieu me bénira pour faire la machine, pour la conduire, pour faire les choses que je dois faire. Ou encore, Dieu m'a béni à l'avance pour la tâche que je suis sur le point d'entreprendre. C'est mon devoir. Dieu m'a demandé de le faire, c'est une croix que je vais porter et je la porte au nom de Dieu. » Il précise aussi que c'était le plan de Dieu qu'il ne soit pas marié ou qu'il n'ait pas de famille afin qu'il puisse être en mesure de mener une telle attaque. En plus de cet aspect religieux, spirituel qui ressort un peu de ses enregistrements, on remarque que Marvin a aussi un côté moralisateur puisqu'il déclare: « À cause de votre colère, à cause de votre méchanceté, à cause de votre haine, vous n'avez pas voulu travailler avec moi, je vais sacrifier ma vie, mon misérable avenir que vous m'avez donné pour vous montrer que ce que vous avez fait est mal. » Il leur dit tout simplement que ce qui s'est passé, c'est leur faute. Lui, il se dédouane complètement. Malgré les dégâts causés en ville, Marvin est admiré quand même par certains citoyens. Il est vu comme un héros, le patriote ultime qui a su dire non et qui a su se faire entendre coûte que coûte. Alors, pour éviter que ses partisans ne gardent des morceaux du bulldozer en guise de souvenir ou de trophée, le véhicule est intégralement démonté en 2005 et vendu comme ferraille dans des usines. Le fameux bulldozer prendra par la suite le nom de Killdozer à mesure que l'attaque se médiatise aux États-Unis et à l'échelle internationale, malgré le fait que Marvin n'a tué personne si ce n'est sa propre personne.
Concernant Cody Dochef et son entreprise de béton, eh bien suite à l'assaut, Cody est resté à Granby. Il a reconstruit son usine qui a prospéré et qui, ironie du sort, est devenue célèbre et renommée à travers les 4 coins des États-Unis, en l'occurrence grâce à Marvin et son histoire du Killdozer. C'est de cette façon que se termine l'histoire du pétage de plomb de Marvin et Meyer. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Si c'est le cas, je vous encourage à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et me donner votre avis. Et puis j'aimerais savoir quel a été votre plus gros pétage de plomb. Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle affaire criminelle. N'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes. À bientôt!